Salut mes nakamas, c'est Eldog, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez sûrement remarqué, mais il n'y a pas eu d'épisode One Piece cette fin de semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un marathon télé au Japon pour expliquer l'histoire du Japon aux jeunes et aussi à la plupart des personnes qui regardent la télé. Il y a même eu des petits, je dirais, caméos. Il y a eu des caméos de One Piece, de Dragon Ball et aussi d'autres animes. Et en un sens, c'est cool parce que moi, ça m'a permis de rattraper le retard que j'avais parce que je n'avais pas fait la critique, analyse des épisodes 803 et des épisodes 804. Ça a fait peur à beaucoup de personnes qui m'ont dit le doc, faut que tu continues à faire tes reviews d'épisodes s'il te plaît. Donc oui, vous inquiétez pas, c'était prévu. Pourquoi? Parce que premièrement, j'avais eu beaucoup de boulot, vous le voyez derrière moi, et surtout c'est que ces deux épisodes vont vraiment ensemble car c'est sur le flashback de Sanji. Et là, autant la Toei pour tout ce qui a été Sanji durant un bon moment c'est totalement planté, mais là au niveau du flashback, waouh, moi qui connaissais le flashback parce que je l'ai vu dans le manga, j'ai été ému. Pour ceux, encore une fois, qui ne font que suivre l'anime, laissez-le moi dans les commentaires comment vous avez ressenti ce flashback. Est-ce que vous avez eu des larmes? Moi, j'étais à des moments, j'ai eu des frissons, j'étais à deux doigts de pleurer. C'était magnifique. Encore une fois, c'est là où on voit tout l'apport qu'apporte un épisode par rapport au manga. Au niveau des émotions, c'est venu me chercher très très fort. Mais ce qu'il faut savoir aussi, ces deux épisodes sont super fidèles au chapitre auquel ils sont liés. Ils sont liés au chapitre 840 et 841, et tout ce qu'on a vu dans le chapitre on l'a retrouvé ici dans l'anime. Et là je crache souvent comme je vous l'ai dit sur la Toei, mais là ils ont fait un travail absolument de malade. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le meilleur flashback, mais il se place franchement dans le top 3, celui de Nami, de Robin, et là maintenant celui de Sanji. On voit vraiment qu'il a morflé durant sa jeunesse, mais ce qui est vraiment hyper intéressant, et c'est vraiment un très gros travail que nous montre Eiichiro Oda ici, c'est qu'on comprend pourquoi Sanji il est tel qu'il est maintenant. On connaît toutes les racines de sa souffrance, et oui, je pense qu'on peut vraiment parler de souffrance. Mais au-delà du fait qu'on comprenne pourquoi il recherche All Blue, pourquoi il aime les femmes, pourquoi il aime faire la cuisine et pourquoi Zeff représente autant pour lui, on a une information primordiale qui nous est montrée ici, c'est qu'il a été modifié génétiquement comme ses frères et ses sœurs. Et malheureusement pour ses frères ça a très bien fonctionné, et aussi pour sa sœur, et lui c'est un déchet. C'est-à-dire que ici on a une transposition du mythe du vilain petit canard. En plus, il faut savoir que le signe noir reprend justement cette apparence qu'a Sanji d'être souvent tout en or. Encore une fois, ici, il y a un très gros travail d'Eiichiro Oda. Et on montre qu'au fur et à mesure qu'il a grandi, il a été mis à part au niveau de sa famille. Mais avant de parler de tout ça, on va faire une sorte de petite théorie, comme j'aime bien souvent faire dans mes critiques analyses. C'est de savoir pourquoi le père a décidé de modifier ses enfants, pourquoi il a décidé de faire 4 fils et pourquoi il a voulu faire une fille, quel peut être l'attrait des fruits du démon. On sait que à un moment il avait réussi à contrôler North Blue, mais que le gouvernement mondial est venu et qu'il l'a destitué de cette prise, de ce putsch justement qu'il avait fait au niveau de North Blue. On sait qu'il est intelligent, et on sait aussi que Papounet est vachement rancunier. Je pense qu'il a gardé à l'intérieur de lui une haine envers le gouvernement mondial, que son but ultime, ça va être de contrôler la totalité des mers. On sait qu'il y a 4 mers au niveau de One Piece, et donc je pense que chacun des frères a été créé pour être un général et aussi contrôler l'une de ces mers. Et après vous me direz qu'il y a aussi Reiju qui est là, et elle, je pense qu'elle est là comme reine pour s'installer au niveau du gouvernement mondial, parce que c'est vraiment l'optique que vise Papounet. C'est-à-dire que Papounet ne vise pas seulement que de récupérer North Blue, je pense qu'il vise carrément la destitution du gouvernement mondial. Et après, ce qui est excellent, c'est qu'on a aussi appris qu'il avait énormément de connaissances au niveau de la génétique. On sait qu'il a travaillé avec Vegapunk, et que Vegapunk est une personne qui a fait énormément d'études, de recherche dans les fruits du démon. Donc on peut penser que le pouvoir qu'ont justement les fils Vinsmoke, c'est des pouvoirs qui sont liés aux fruits du démon. Alors je ne pense pas que le Papounet leur a fait manger les fruits du démon, mais comme je l'ai dit dans une théorie que vous avez sûrement regardée, ou si vous ne l'avez pas regardée, et ben je vais la remettre en ligne bientôt, parce que par rapport au problème qu'il y a au niveau de la chaîne, c'est tout simplement que les enfants ont une partie de l'ADN des fruits du démon à l'intérieur d'eux.
Dans ce flashback apparaît aussi une personne qui est très importante, c'est tout simplement la mère de Senji. On voit quand elle est dans son lit qu'elle a des photos de ses enfants derrière elle. On voit que Senji a apporté de la nourriture qui a l'air totalement dégueulasse et pourtant la mère qui est malade, on ne sait pas encore pourquoi elle est malade, mais elle mange cette nourriture et elle dit que c'est absolument magnifique. Là encore, t'as le pouvoir entre guillemets de l'amour d'une mère à travers son enfant et on voit tout le plaisir qu'a Senji justement d'avoir fait ce repas et d'avoir en retour l'amour de sa mère. Et là, ici, on comprend pourquoi il veut faire à manger, parce que après, on apprend que sa mère meurt, et comme Senji se retrouve d'un seul coup isolé, on va reparler de tout ça avec le symbole du masque de fer qu'il a sur sa tête, c'est-à-dire que quand il fait à manger, il se raccroche à la vie à travers le souvenir de sa mère. On va en parler tout de suite parce que je pense que ça servirait à rien d'en parler plus tard. Vu que Sanji c'est un déchet, contrairement à ses frères, il n'a pas la puissance et il fait attention à ses émotions, c'est-à-dire que ses frères n'ont plus une once d'émotion humaine à l'intérieur. Donc ce sont des véritables robots, ce sont des véritables machines qui seront capables de faire n'importe quoi sans avoir d'état d'âme. C'est ça qui est vraiment important. Pourtant, on voit que elle, Reiju, elle a toujours cette humanité. Et c'est vraiment quelque chose de prédéterminant par rapport à la suite. Son père, même si c'est le dernier des... C'est vous qui direz ce qu'il est réellement. Il a quand même une once d'humanité à l'intérieur de lui. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se résoudre à détruire sa création. C'est-à-dire que Senji, comme ses frères, ce sont des créations, des objets qu'il a créés pour conquérir le monde. Il ne peut pas se résoudre à le tuer. C'est quand même son enfant. Donc il décide de simuler sa mort, d'expliquer sa mort par un accident, et après de lui mettre ce masque pour que personne ne puisse le reconnaître après quand il va aller lui donner à manger. Ça reprend justement le mythe, parce que normalement c'est pas quelque chose qui a été... Il n'y a aucune véracité historique par rapport à ça. C'est tout simplement le frère jumeau de Louis XIV qui avait été enfermé pour que Louis XIV puisse mettre en place sa monarchie totalitaire et tout ce qu'il a fait bien sûr après, sans avoir peur d'être destitué et que quelqu'un d'autre vienne prendre sa place. Donc voilà, ça c'était la petite chose. Il y a un très gros parallèle qui est fait, qui est vraiment magnifique. Encore une fois, Eiichiro Oda est très très fort là-dessus et la Toei l'a très bien repris. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vois le père qui voit les enfants, Sanji est bien sûr emprisonné, et il les prend dans ses bras en lui disant vous êtes ma plus belle réussite. Et en un sens, c'est ça, c'est-à-dire que quand un père aime ses enfants, il se projette un petit peu dans ses enfants. Et là, tu vois qu'il y a de l'amour, tu vois vraiment qu'il y a de l'amour entre les enfants et le père. Cet amour est totalement mis en parallèle par rapport au côté sombre de Sanji. C'est-à-dire que les enfants sont à la lumière et ils ont l'amour de leur père. Et malheureusement, Sanji est dans un cachot, totalement dans un côté sombre. Et ce qui est encore pire, c'est qu'à un moment, il s'excuse carrément d'être né, d'être un déchet, d'être un simple humain. Et là aussi, il y a un autre parallèle qui est vraiment magnifique. Il y a tellement comme chose qu'il y avait à dire au niveau de cette critique analyse. C'est que quand le scientifique est là pour dire, il dit que Senji est un déchet parce qu'il n'est qu'un simple humain. C'est-à-dire qu'on a la condition humaine qui est totalement rabaissée à son minimum humain et peut-être la plus belle évolution d'un point de vue naturel. Ce summum au niveau de la nature est rabaissé à de la merde d'un point de vue scientifique. Et à travers ça, peut-être que Eiichiro Oda est en train de nous montrer une mise en garde par rapport à tout l'excès qu'il y a par rapport à la recherche sur le génome. Et ça a été repris aussi dans un film qui est vraiment très très bon, que je vous conseille. Je ne me rappelle plus exactement le titre, là je fais seulement que de mémoire, c'est un petit flash que je viens d'avoir. Et voilà, c'est tellement beau, et encore une fois, c'est ça qui est vraiment profond quand tu lis le manga d'Eiichiro Oda, c'est que à travers des choses, il vient te montrer des dangers qui existe dans notre monde. Et la dernière chose qui m'a touché au niveau de ce flashback, c'est le traitement de Reiju. Elle est magnifique. Elle montre aussi un côté néfaste de l'humain que vous avez fait, que moi aussi j'ai fait. Quand on est à l'école, il y a toujours une tête de turc. Et nous, on laisse faire les choses. La tête de turc s'en prend plein la tête, et souvent on va pas aller prendre sa défense, on va pas aller l'aider
sous peine de nous aussi passer pour un des amis de la tête de Turc et après s'en prendre plein la gueule par le reste de la classe. On se réjouit de ne pas être la personne qui s'en prend plein la tête. À un moment, il y a Senji qui dit mais je sais que tu m'aimes ma soeur, et la soeur a dit oui mais je peux pas le montrer parce que si je le montre avec les 3 idiots qui est à côté, je vais m'en prendre plein la tête. On le voit qu'elle est humaine, on l'a vu aussi que justement quand elle aide Luffy, qu'elle lui prend tout le poison et elle le remercie d'avoir pris soin de son frère. À un moment, elle explique où est la clé pour enlever son casque, elle est dans la chambre du père et là t'as le père qui s'amène et justement c'est ici où on apprend que le père explique à son fils de lui dire je n'ai pas été capable de te tuer mais maintenant casse-toi, mais une seule chose que je te demande en retour c'est de ne jamais dire que tu es un Vinsmoke parce que pour moi tu n'es rien. Imaginez un enfant qui a 6-5 ans dont la mère est morte et donc le seul, ça fait mal un petit peu au cœur parce qu'en tant que père tu le ressens encore plus. C'est-à-dire que quand tu as un enfant grandi, il cherche toujours la reconnaissance de son père ou de sa mère. On vit souvent, moi je sais que j'ai aussi beaucoup vécu pour ça. Et ce qui se passe, c'est que là, Senji, il a perdu sa mère. Et la reconnaissance de son père, il l'a pu. Donc c'est un adieu. Et là, on voit toute l'importance que va avoir Zeff plus tard, parce que Zeff sera le véritable père spirituel pour Senji. Et ce qui est vraiment super triste et ce qui est surtout super beau, c'est que tu vois qu'il y a Reiju qui est à côté et qui entend tout ça. Et tu le vois qu'elle pleure. Sa souffrance fait écho à la souffrance de Senji. Et ce qui est encore pire, c'est que si ça s'était passé quand un enfant a 12, 13, 14 ans, t'as l'aspect rebelle de l'enfant qui va défier l'autorité de son père, donc ça ne va pas prendre d'importance, dans le sens le mec il va dire bah, tu veux plus de moi, bah tu veux plus de moi, tant pis je me casse. Là ce sont des enfants qui ont 5 ans, ils sont encore dans cette innocence de ne pas connaître la cruauté du monde. Après quand tu as le final qui est vraiment à un niveau extrême, où tu as Reiju qui pousse son frère, qui pousse Senji en lui disant pars, le monde est assez vaste, les mers sont assez vastes et je sais que tu trouveras quelqu'un qui t'aimera. Elle au fond elle l'aime. Et elle a toujours surveillé son petit frère parce que c'est la grande sœur qui surveille son petit frère. Et ce qui se passe, c'est que à 5 ans, elle fait un adieu à son frère. C'est déchirant, c'est déchirant. Alors, c'est peut-être parce que moi, je suis un vieux con de 40 ans qui est papa et qui ressent ça d'une façon différente. Peut-être que vous, et vous pouvez aussi me le dire dans les commentaires, qui êtes assez jeune, vous n'arrivez pas à ressentir cette tristesse, mais moi je sais que quand j'ai lu le manga, j'ai presque eu des larmes, et quand j'étais devant l'anime, avec la chair de poule, et aussi les petites larmes qui venaient aux yeux, et là rien que d'en parler, je le sens que ça remonte, je ne trouve que ça dans One Piece, et je voulais même pas en parler, et voilà, là maintenant j'en parle. C'est ça qui est beau dans cette œuvre, c'est que cette œuvre a plusieurs lectures. C'est-à-dire que vous, qui êtes jeune et qui lisez ce manga, quand vous allez le relire plus tard, vous redécouvrirez ce manga. Et c'est ça qui fait que One Piece est une œuvre bien au-dessus des autres œuvres. C'est bien au-delà du shonen, c'est bien au-delà de tout ce qu'on veut le cataloguer. One Piece est vraiment au-delà. Et je suis heureux que la Toei n'ait pas massacré ce passage comme elle a pu massacrer d'autres passages. C'est-à-dire que ici, on est à un même niveau que, comme j'ai dit, Robin, on a exactement la même chose. Quand justement Zoro lui dit, tu trouveras quelqu'un pour t'aimer, tu trouveras une famille, vas-y, pars. C'est pareil pour Nami, la souffrance, le poids sur les épaules qu'elle a dans sa jeunesse. L'eau, c'est exactement pareil avec le flashback de l'eau. Et encore une fois, Ishiroda arrive en très peu de cases, en très peu de pages, en très peu à véhiculer des choses qui sont absolument incroyables. Et là on va parler d'un autre truc qui est vraiment très très fort aussi dans l'œuvre d'Ishiroda, c'est tout simplement des foreshadowing, parce que là, ici, dans ces 2 épisodes, on a eu 4 foreshadowing qui ont été mis en place, c'est-à-dire qu'il y a des éléments d'avant qu'on comprend l'importance maintenant. La première chose, c'est tout simplement les escargots qui arrivent à gravir la montagne pour Red Line, pour passer de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils passent de North Blue à East Blue, chose qui est absolument impossible à moins de passer par en dessous, par l'île des hommes poissons. Et il faut savoir que dans le chapitre 101, il y a un moment, Zoro qui fait une réflexion en disant « Je n'ai jamais entendu parler que des bateaux gravissent des montagnes ». Et là, tu as Senji qui dit « Moi, j'en ai déjà vu ».
C'est-à-dire que ça, c'est dans le chapitre 101, plus de 740 chapitres plus tard. Et là, maintenant, dans l'épisode 801, on comprend de quoi il parle. Il parle tout simplement des escargots qui appartiennent au Garma Double Six. Et ça, c'est quand même très fort. Une autre chose, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est au moment où Sanji il est dans le tonneau avec Zoro et aussi avec Luffy, où ils sont sous l'eau, c'est juste avant Jaya, parce qu'il y a le bateau qui est tombé. Et là, tu vois Sanji qui prend un cadre, il y a un harpon dedans, on voit qu'il est triste, qu'il regarde le cadre et après qu'il le jette. Et vous remarquerez que la photo de la personne dans le cadre ressemble énormément à la mère de Sanji. Et quand on voit l'importance qu'a eu sa mère, on comprend qu'en regardant ça, il y a vraiment énormément de souffrances qui reviennent à la surface. La troisième chose, c'est quand Sanji arrive à s'évader et qu'il y a sa soeur qui le pousse, on voit qu'il y a un bateau, il a une bouteille devant et c'est justement le bateau sur lequel va travailler après Sanji qui sera attaqué par Zeph. Donc encore une fois, un petit truc comme ça, moi j'aime bien. Et la dernière chose qui est complètement what the fuck, qui est complètement incroyable, c'est 3 foreshadowing dans une seule image. Je vous ai fait la capture d'écran. On voit Sanji qui est en train de lire. Et là, on voit 3 choses. Il y a premièrement un livre sur lequel qui est assis dessus. Et ce livre, c'est le Akuma no Mi, qui est le livre qui référencie tous les fruits du démon. C'est aussi à partir de là que j'ai pris ma théorie pour expliquer que justement les Vinsmoke ont des gènes de fruits du démon à l'intérieur d'eux. Et ce livre, on en entend parler au niveau de Trailer Back. Absalom a mangé le fruit du démon qui le rend invisible et que lui, c'était le fruit du démon qu'il voulait avoir, qu'il avait lu étant enfant dans un livre. Et justement, ce livre, on le voit ici. Après, il y a un deuxième livre. Le livre qu'il est en train de lire, c'est celui sur Norland le monteur. Et ça, pareil, on en entend parler quand il explique qu'il vient de North Blue. Et les autres sont vachement étonnés et qu'il dit qu'il connaît justement cette légende. Et ben, il le connaît. Pourquoi? Parce que étant enfant, il l'a lu. Et la dernière chose, c'est tout simplement qu'on voit un livre bleu qui est marqué All. Et après, on revoit ce livre. C'est tout simplement le livre qui explique l'existence de All Blue. Et c'est à partir de ce livre-là qu'il a eu ce rêve de découvrir All Blue. Donc voilà, et encore une fois, c'est ce que j'aime ici, c'est qu'on a une cohérence dans l'univers qui est créé par Ichiro Oda qui nous fait, moi encore une fois, c'est aussi pour ça que j'adore cette œuvre. Et on va terminer cette critique analyse qui est quand même, je trouve, un petit peu longue, mais il y avait tellement comme chose à dire au niveau du flashback, par le passage qu'il y a de Nami et Luffy. Nami qui se met devant Crackers pour gagner du temps, c'est super badass. Franchement, c'est super badass. Par contre, c'est très mal fait. C'est très mal. Alors déjà, pour ceux qui ne le sauraient pas, hein, ceux qui suivent seulement l'anime, c'est un passage qu'on n'a pas dans le manga, qui est un tout petit peu suggéré, mais qui n'est pas montré. Là, quand tu la vois parer les coups d'épée avec son Kimak Tact, c'est quand même très fort. Le fait de la voir se déplacer très vite, c'est quand même fou. Je sais pas si elle a eu, justement au niveau de Weather Island, je ne sais plus comment s'appelle, les trucs au-dessus des nuages où elle a resté 2 ans, si elle a appris à combattre, je ne sais pas du tout. Le fait aussi qu'avec son épée, son Kimak Tact, elle arrive à faire une sorte de tornade qui arrive à bloquer les soldats de biscuits, alors qu'on voit Luffy comment il en a chié contre. Encore une fois, il y a un problème de puissance qui est mis en place là, qui est un petit peu bizarre. On peut comprendre que Crackers se moque totalement de Nami qui joue avec. On peut le comprendre, mais c'est quand même un petit peu dur à accepter. Et le pire, et là ceux qui lisent le manga vont comprendre de quoi je parle et je ne peux pas en parler pour ne pas vous spoiler, mais le fait que Luffy arrive et qu'il foute une putain de mandale à Crackers, je trouve que ça n'a pas sa place. Vous comprendrez plus tard, et j'en parlerai plus tard. Mais franchement pour moi ça n'a pas sa place. Donc pour moi c'est des petites erreurs, mais encore une fois c'est vraiment minime comparé à la beauté qu'on a eue par rapport au flashback. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse de ces 2 épisodes. Avant de partir, petit rappel, le 1er octobre, il y a un épisode spécial d'1 heure qui va être absolument phénoménal au niveau visuel, qui va être dingue. Et surtout, pour ceux qui n'ont pas lu le manga, accrochez-vous, ça va être... Nous, c'est quelque chose qu'on attend depuis très longtemps. Et je pense même que je ferai une réaction live de l'épisode, c'est sûr, je peux pas faire autrement. Encore une fois, hein, ça sera le 1er octobre. J'espère que vous aurez bien aimé cette critique analyse. Si c'est le cas, comme d'habitude, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et n'oubliez pas, le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.